l'innovation qui ira vers les nouvelles technologies, ces nouvelles technologies qui développeront de nouveaux emplois. C'est vers cette sortie du nucléaire que nous souhaitons aller. Alors nous sommes conscients que ce projet ne fait pas l'unanimité. Écoutez, je laisse maintenant la parole à Martine. Merci Jean-Pierre. Merci bien, bonsoir à toutes et à tous. La plan énergétique qui a été votée en 2015, il y a mise au débat ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le débat démarre le 19 mars, donc lundi, jusqu'à fin juin. Et cette programmation, avec ce débat public, donc, a pour objectif de définir l'application de la loi de transition énergétique pour la période 2019-2035, je crois, de mémoire. Bon. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi d'ailleurs il y a un gros problème, c'est le monde ce soir, le flou du gouvernement sur la baisse du nucléaire. C'est dans le supplément. Bon. Effectivement, donc, la loi de transition énergétique, votée en 2015, a annoncé qu'il y aurait l'objectif, c'était d'avoir une baisse de consommation au niveau des énergies carbonées, mais aussi, même de sortir des centrales thermiques à charbon qui pouvaient encore exister, mais aussi une baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité en France, qui à l'heure actuelle est autour de 71% maintenant, parce que ça a peut-être un peu baissé. Bon, et donc de baisser cette part de 71% à 50% à l'horizon 2025. C'est ça qui était prévu. Et puis dès qu'il y a eu ce nouveau gouvernement, donc avec Macron comme président, ça a commencé à devenir bien plus fluctuant, avec un argument qui n'était pas faux, c'est-à-dire que le gouvernement précédent n'a rien fait, c'est-à-dire qu'il y a eu l'adoption de la loi et ensuite il n'y a rien eu. Une baisse de la part du nucléaire à 50% en 2032, c'est-à-dire avec 7 ans de retard. Bon, donc ce n'est pas justifié par le fait que le gouvernement précédent n'a rien fait, parce que dans ce cas-là ce serait seulement 2 ans de retard. Non. Un des deux scénarios, et l'autre, il n'y a pas de respect de la loi. Il n'est jamais prévu dans notre scénario proposé par le ministère qu'on arrive à une part du nucléaire qui soit 50%. Par ailleurs, vous avez peut-être entendu qu'il y a eu une fois une déclaration d'Emmanuel Macron disant que la construction de nouveaux réacteurs n'était pas un tabou. Il y a eu aussi une déclaration de l'EDF, que malheureusement je n'arrive plus à retrouver, disant qu'il y avait aussi la possibilité de construire un nouvel EPR en plus de celui de Flamanville. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus l'impression qu'en fait, ce que veut faire le gouvernement, c'est de continuer avec le nucléaire, et puis on le voit avec la vente des fameux 6 EPR à l'Inde. Mais donc le plan Messmer, lancé en 1973, fait le choix du tout électrique, et pour le tout électrique, fait le choix du tout nucléaire. Le plan Messmer prévoit 170 réacteurs nucléaires à l'horizon 2000. L'objectif donc étant la défense de ce plan, étant l'indépendance énergétique de la France, par rapport à la question du pétrole à ce moment-là, et du gaz, et le moindre coût. Deuxième élément donc, qui était justifié, c'était donc le coût du nucléaire, qui était moins cher, la volonté c'était d'avoir une électricité moins chère qu'une électricité produite à partir du pétrole ou du charbon, puisque les mines de charbon en France aussi fermaient. La réalité, c'est que ça a été vraisemblablement vrai pendant un temps, que le nucléaire était moins cher, mais en tous les cas, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus parce que tout simplement, aujourd'hui, l'EPR produit une énergie très chère, une électricité très chère, plus chère que les anciennes centrales nucléaires, compte tenu des nécessités au niveau de la construction des EPR. Et puis, les énergies renouvelables, les prix ont chuté, notamment avec l'investissement massif de la Chine et l'Inde. Mais en plus, il faut réintégrer tous les coûts dans l'électricité produite par les centrales nucléaires. Il y a le prix de l'uranium, mais ça, qui monte quand même, parce qu'il y a un peu des bagarres à l'uranium. Il y a ensuite les déchets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de déchets, donc il faut les stocker, puisqu'on n'a pas trouvé comment gérer les déchets.
Et puis l'autre aspect, c'est que nos centrales sont vieillissantes, même très vieillissantes, puisque la majorité des centrales va atteindre les 40 ans. 2027, voilà. Les 40 ans, donc c'était le nombre d'années qui était prévu au départ. La différence, c'est qu'en France, on nous a toujours dit les centrales nucléaires sont sûres. C'est aussi ce que se disait au Japon. L'ex-premier ministre explique très bien que juste à Fukushima, lui, il aurait donné sa main à couper qu'il n'y avait aucun risque. Et que le problème de Fukushima, c'est qu'ils avaient, d'abord, ils n'avaient pas imaginé un séisme de cette puissance, donc ça n'avait pas été intégré dans la construction de la centrale, et ensuite, ils n'avaient pas imaginé un tsunami de cette hauteur. Or ça, c'est des problèmes qu'on connaît en France. Alors, on nous dit toujours, non mais le nucléaire français est sûr, d'abord on ne risque pas un séisme de la puissance du séisme de Fukushima, ni un tsunami de cette hauteur. Ce qui est vrai. Bon. Sauf qu'il faut quand même savoir que, par exemple, Fessenheim est construit en zone sismique, et qu'il y a eu historiquement un séisme dans cette zone qui avait détruit la ville de Bâle à l'époque. Bon. En plus, tous les réacteurs, toutes les centrales nucléaires sont construites soit au bord de fleuves, soit au bord de la mer. Parce qu'il faut les revenir à l'autre problème qui était la centrale du Blayais, en Gironde, où au moment de la grande tempête de 99, il s'est passé justement qu'avec la grande tempête, il y a eu une inondation, et que l'inondation est passée par-dessus la digue de protection. Voilà. Donc, c'est voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple en Espagne, qui a aussi des centrales nucléaires, l'équivalent du CEA, je ne sais pas comment ça s'appelle, je me souviens plus comment ça s'appelle en Espagne, considère qu'il y a un risque d'accident. Et que donc ce qu'il faut gérer, c'est le risque. Bon, alors qu'en France, on a longtemps considéré qu'il n'y avait pas de risque. Ce qui est une autre façon, quand même, d'appréhender le problème. Alors, le problème, c'est que donc, je vous ai parlé du risque d'inondation. Bon, il faut savoir que Gravelines, dans le nord, là, carrément, est construit sur un pôle d'air. Donc, avec la montée de la mer due au réchauffement climatique, il y a aussi un problème. Bon. Mais on a inversement le risque de sécheresse. Je vous ai dit, les centrales sont construites au bord de la mer ou au bord de fleuves pour les refroidir. Or, notre problème, c'est qu'on a, avec le réchauffement climatique aussi, on a de plus en plus de canicules. Bon. Et que donc, on a un problème de refroidissement des centrales. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, ce qui est prévu dans la législation, c'est que si le débit des fleuves devient trop faible, on doit arrêter les centrales. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois, en fait, l'ASN, qui est l'autorité de sûreté nucléaire, accepte des dérogations, et que donc les centrales continuent à tourner malgré la faiblesse du débit dedans. Et donc, l'EPR de Flamanville va démarrer avec une cuve qui, de fait, est fragilisée dès le départ. Autre aspect qui est apparu, qui est maintenant un problème de sécurité, en plus du problème de sûreté des installations. Problème de sécurité, parce que d'abord, il y a beaucoup de transport de matières nucléaires en France, puisque bon, déjà, on importe l'uranium, donc l'uranium arrive au port du Havre, il est ensuite envoyé près de Narbonne dans une usine pour être traité, parce que l'uranium en tant que tel, on ne peut rien en faire, si on le met dans le réacteur, il ne passe rien. Bon. Ensuite, il doit être enrichi, donc ça c'est à Tricastin, donc il est envoyé de Malvésie près de Narbonne vers Tricastin. Ensuite, il doit être conditionné donc, dans une autre usine, et ensuite il est envoyé vers les différentes centrales. Donc ce sont des transports constants. Ensuite, les barres d'uranium, qui sont mises dans les réacteurs, s'usent. Donc au bout d'un moment, il faut les retirer et les remplacer. Donc on les retire, on les stocke dans ce qu'on appelle une piscine, qui est à côté du réacteur, pour faire baisser la radioactivité. Et ensuite, au bout d'un moment, c'est envoyé à La Haye, dans une autre piscine. Donc tout ça, donc vous avez constamment soit des camions, soit des trains transportant des matières radioactives qui circulent sur tout le territoire national. Donc ça pose un problème quand même de sécurité. Alors le nucléaire est-il une énergie propre? Aujourd'hui, c'est en fait le seul argument qui reste aux défenseurs du nucléaire. C'est de dire, le nucléaire n'émet pas de CO2. Et comme on a un gros problème de réchauffement climatique, qu'il faut sortir des énergies fossiles, plutôt que de sortir du nucléaire, il faudrait y compris développer le nucléaire. Il faut savoir que le nucléaire à l'échelle mondiale, c'est 10% de l'électricité. C'est très peu pour à l'échelle mondiale comparativement. Et il y a 19 pays, j'ai vu, qui produisent de l'énergie nucléaire. En cas d'accident, ce qu'il faut voir, c'est qu'après, ce sont des kilomètres carrés qui sont invivables. On ne peut plus y retourner. À Tchernobyl, on ne peut pas retourner dans la zone la plus contaminée. À Fukushima, c'est pareil. Sauf qu'en France, la consommation électrique est stable depuis 2010. Donc,
Alors c'est ça qui est bizarre d'ailleurs dans cette fameuse programmation pluriannuelle, parce qu'il y avait au départ 4 scénarios qui ont été faits, le ministère en garde 2, qui en fait laisse ouverte l'hypothèse de hausse de la consommation d'électricité. Et en fait la seule hypothèse crédible, c'est en fait de maintenir les exportations. Il faut savoir que la France a un solde positif d'exportation d'énergie électrique. On pourrait du coup fermer les réacteurs nucléaires, et la France ne veut pas, c'est-à-dire qu'à la limite même, y compris quand il y a trop de production, dans les périodes où il y a trop de production, dans ce cas-là, la France régule plutôt par les barrages hydrauliques, diminuer la production au niveau des barrages. Sauf que ça, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, EDF a la maîtrise des barrages. Comme vous le savez, il y a une injonction de la Commission européenne sur la privatisation des barrages hydrauliques, sur l'obligation que EDF ne puisse plus, même dans le cadre de privatisation, repostuler sur l'ensemble des lots. On nous dit souvent, oui, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, donc c'est à horizon 2022, et du coup, ça augmente les émissions de CO2 et l'utilisation du charbon. Sauf que c'est faux. Si, c'est faux. Ce qui se passe en fait, c'est que l'Allemagne n'a pas augmenté sa production d'énergie à base de charbon, mais elle ne l'a pas baissé. Par contre, elle a beaucoup augmenté sa production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, l'Allemagne est à 30% d'énergie renouvelable. Bon, la France est à 19%. Mais il y a un autre problème, c'est les déchets. On n'a pas trouvé comment traiter les déchets, donc on a des masses et des masses de déchets qui aujourd'hui, il faut savoir. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a plusieurs types de déchets. Et ils sont classés en fonction de leur radioactivité et de leur durée de vie de radioactivité. Et donc il y a des déchets très radioactifs à longue vie, qui sont notamment dans tout ce qui est le cœur du réacteur, tout ce qui est les barres d'uranium qui ont été utilisées, ainsi de suite. Donc c'est le projet qui a été introduit par la loi Bataille, qui est donc de stocker en souterrain dans les déchets les plus radioactifs et ceux qui sont à plus longue vie de radioactivité. Donc c'est le fameux projet CIGEO ABUR. Bon. Le petit problème, c'est que, je l'ai dit, en fait, on a encore, finalement, pas beaucoup de connaissances sur les conséquences de la radioactivité. Quand on dit sortir du nucléaire, c'est pas on décide un jour on sort et on ferme tout en un mois. Ça, c'est infaisable. C'est infaisable pour deux raisons. Parce que si on ferme les 58 réacteurs en un mois, là, on va avoir un effondrement de production électrique auquel on ne saura pas faire face. Et puis parce qu'il y a des êtres humains quand même qui travaillent dans ces centrales nucléaires. Donc en tant que France Insoumise, dans tous les cas, nous, ça nous importe. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut planifier la sortie. Planifier la sortie en commençant donc maintenir la fermeture de Fessenheim, et puis de fermer en fonction de la dangerosité et de l'ancienneté des centrales nucléaires. Voilà, donc c'est ça la planification. On planifie en fonction des centrales les plus anciennes et les plus dangereuses. Donc, ensuite, on planifie la reconversion des travailleurs du nucléaire. Quand on dit des travailleurs du nucléaire, ce n'est pas seulement les travailleurs EDF. C'est les travailleurs EDF et tous les travailleurs de la sous-traitance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, le problème des travailleurs de la sous-traitance, c'est que pourquoi aussi ils sont embauchés? Parce que comme ils interviennent dans la zone la plus dangereuse des centrales, s'ils se prennent des doses de radioactivité supérieures aux normes autorisées, ils sont licenciés, il n'y a pas de suivi derrière. Donc nous, on est pour la réintégration des travailleurs du nucléaire de la sous-traitance sous le statut EDF, de manière à pouvoir leur garantir ensuite un plan de reconversion et le suivi sanitaire. Donc le fait de fermer les centrales, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on a besoin des travailleurs du nucléaire pour ça. Parce qu'on a besoin de la maîtrise qu'ont ces travailleurs de chaque centrale. Parce que chaque centrale a son histoire justement des incidents, son histoire des interventions sur la centrale elle-même, sur le réacteur, sur chaque réacteur. Et donc c'est important de garder l'expérience des travailleurs, parce que c'est très important d'avoir la mémoire ouvrière, la mémoire des techniciens, des ingénieurs de ces centrales. Et puis, bon, effectivement, il y aura moins de monde dans la fermeture et le démantèlement des centrales que dans le fonctionnement des centrales, donc il faut organiser la reconversion des autres travailleurs. Alors, est-ce que c'est possible de sortir du nucléaire, de remplacer donc, cette électricité par une autre électricité? Je vous ai dit que donc, il y avait stagnation de la consommation électrique en France depuis 2010. Bon.
c'est pas seulement dû à la crise et au recul de l'industrie en France, c'est aussi dû au fait qu'ont été mis en œuvre des politiques d'efficacité énergétique. C'est pour que ce soit possible ce plan de rénovation, il faut aider les ménages, parce que ceux qui ont les moyens, c'est pas le problème, mais il y en a plein qui n'ont absolument pas les moyens. Et il faut concevoir une rénovation qui est une rénovation globale, qui est l'isolation des toits, isolation des murs, changement des fenêtres et changement des chauffages. Quoi. Donc développer les énergies renouvelables, donc toutes les énergies renouvelables, des schémas territoriaux énergétiques de façon à définir territoire par territoire quelles sont les énergies renouvelables à utiliser. Il y a des endroits ça va être l'éolien, il y a des endroits ça va être plus l'éolien que les autres, il y a des endroits ça va être les énergies marines, il y a des endroits ça va être la géothermie, plus. Donc il y a vraiment à un moment donné un problème de décision politique, de savoir bon, est-ce qu'on décide d'aller vers cette transition énergétique en tenant compte à la fois de la question du réchauffement climatique, de la contingentalité du climat et du fait d'aller vers une sobriété énergétique pour pouvoir tenir dans le temps sur la planète, non? Ou est-ce qu'on fait ce qu'est en train de faire visiblement le gouvernement, qui est de continuer sur la même pente, on continue avec le nucléaire. Le même de façon d'agir de ce gouvernement, c'est d'avoir un discours et ensuite de faire le contraire. Donc Mathilde Panot de l'OQT de 1994 interpellait Nicolas Hulot sur la bande des EPR à l'Inde, en lui demandant, mais d'abord, c'est bizarre, pourquoi vous n'êtes pas en Inde avec le Premier ministre, avec le Président, pardon, et comment vous faites des déclarations sur le terme qu'il faudrait sortir du nucléaire, et en même temps, vous êtes dans un gouvernement qui construit 6 EPR en Inde. Il a répondu que il avait déjà bien assez de mal à s'occuper de la transition énergétique en France, il n'allait pas s'occuper des problèmes énergétiques en Inde. Mais nous, on n'y peut rien. On n'a pas été consultés, les Français, sur le nucléaire. Et ça, c'est grave. À 100%, par quelle énergie renouvelable et ça, c'est la grosse question. Et je crois que dans nos campagnes, et si on regarde le livret qu'on a édité, bon, c'est vrai qu'il a déjà un certain nombre d'années, mais il n'y a pas vraiment cette réponse concrète. Les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est du concret. C'est comme tu as dit tout à l'heure, en Suède, il y a 60% d'énergie renouvelable. Voilà, ça c'est une réponse concrète. Ça veut dire que dans certains pays, ils ont réussi à aller vers. Mais je trouve qu'on n'a pas assez de grains à moudre pour avoir les réponses auprès des gens. Et les gens, ça c'est... Il y en a beaucoup qui disent, mais d'accord, on est d'accord, mais concrètement. Que de faire, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec le poids de la Chine. La Chine qui investit massivement, est en train de couvrir une partie du désert Bégonie de centrales photovoltaïques, et qui donc a récupéré tout le poids économique de cette possibilité de développement. Et nous, on est passé à côté, à cause de ces lobbies et de cette décision du 100% nucléaire. C'est pour ça qu'on est tellement en retard dans le solaire, dans l'éolien et dans toutes les possibilités, effectivement, géothermiques que vous avez évoquées tout à l'heure. Et je pense que ça, on l'a encore, on le vit encore actuellement, et on le sent dans cette décision actuelle, cet atermoiement, le 2032, mais en fait, peut-être pas, et peut-être qu'au contraire, on va encore développer le nucléaire. C'est comment on démarre? Ne serait-ce que ça même. La question, c'est est-ce qu'on commence à démontrer, ou est-ce qu'on commence déjà aussi, en dehors des économies d'énergie nécessaires, à lancer d'autres énergies? Donc comment on commence? Et comment on le finance? Donc comment on scénarise de façon à sensibiliser les gens qui se posent cette question? Ok, on est d'accord, mais comment on va faire? Il y a eu un mouvement anti-nucléaire dès le départ. Mais c'est vrai qu'il était minoritaire en fait dans la population. Mais là, Fukushima, quand même, là, ça a été quand même la bascule. Je l'ai dit, donc il faut utiliser toutes les énergies renouvelables en France, dans le cas de la France, avec des schémas territoriaux. Non. Donc ça, par exemple, les schémas territoriaux, ça peut être un de nos axes dans les batailles pour les municipales. Enfin, on a d'abord les municipales, puis ensuite les départementales, régionales. Ça peut être un de nos axes de bataille. C'est souvent du photovoltaïque, d'installation du photovoltaïque, et la participation peut être sous deux formes.
forme apport financier pour ceux qui peuvent, en forme de prêt, ou apporter ses toits. Ça peut être aussi une des formes de l'apport, c'est-à-dire des personnes qui disent bah, tenez, j'ai une grange, donc on peut installer des panneaux photovoltaïques sur la grange, ou sur ses toits de maison aussi. Bon. Et la production électrique à partir de ce coup, la France n'avance pas. Il devait y avoir là normalement des marchés qui devaient être signés et le gouvernement a fait passer un amendement au Sénat donc, qui remet en cause ce plan d'installation d'éoliennes offshore. Donc, les industriels protestent. Mais du coup, la France est complètement en retard sur ces questions d'éoliennes offshore. On sent que les gens, c'est loin d'eux. Ils ne se sentent pas concernés par ce danger. Il y en a qui disent mais en fait si on n'a plus de centrale, on n'aura plus d'électricité. Bon, Marie-Hélène, elle s'est passionnée pour ça, mais elle a tenu tête à quelqu'un qui se montrait comme très spécialiste de l'affaire. Donc, tu l'as affronté là-dessus, sur le danger, etc., et comment on faisait le processus, si vous voulez. Mais on sent bien que quand même cette question-là n'est pas appropriée par le grand public. La venue aussi de l'ancien Premier ministre japonais qui dit avec ces mots que ça l'avait dépassé comme pouvoir politique, comment évacuer les populations, ils ne reviennent pas, c'est une catastrophe humaine terrible, quoi. Lui-même avait expliqué comment il était démuni par ça, quoi. Et il était Premier ministre, hein, donc je trouve que c'était intéressant d'en parler autour de nous, parce que imaginons que quelque chose se passe, comment on pourrait évacuer Paris? Mais une fois que vous maîtrisez la technique d'enrichissement de l'uranium, bah, vous pouvez l'enrichir à la hauteur, enfin, au niveau que vous voulez, quoi. Donc, vous l'enrichissez à un certain niveau pour faire fonctionner une centrale nucléaire, mais vous pouvez continuer pour l'utiliser pour faire une bombe. D'ailleurs, c'était l'argument contre l'Iran. Bon. Donc, si vous commencez à vendre des centrales nucléaires un peu partout dans le monde, compte tenu de la phase d'instabilité dans laquelle nous sommes dans le monde, vous imaginez les dangers qu'on court. C'est un peu de la folie finalement. Il faut, tout à l'heure tu disais qu'on apportait, on exportait. Est-ce qu'il ne faut pas avoir, avec d'autres partis proches de la France insoumise, des dialogues au niveau européen pour que l'axe de la sortie du nucléaire soit aussi pris en compte un peu à l'extérieur de nos frontières? Parce que nous, on exporte du nucléaire et nous on importe du charbon. C'est pas logique, quoi. Est-ce que l'un des axes de la campagne ne pourrait pas dire aussi, entre autres, qu'on souhaite avoir des énergies renouvelables et propres pour toute la population européenne? Bon, le titre de la soirée de ce soir, c'était sortir du nucléaire, pourquoi, comment. Et donc ici, alors il doit manquer des choses, hein, je m'en excuse par avance, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, mais il doit sûrement manquer des choses. Donc ici, le contexte que vous avez rappelé au départ, qui était l'anniversaire de Fukushima, le débat sur la transition énergétique avec les deux scénarios qu'on retrouve là, et puis, autre contexte, la faillite actuelle d'Areva et les fiascos des EPR. Ici, dans les grandes centrales là, on rappelle aussi des éléments de contexte qui sont l'origine du nucléaire en France, c'est le besoin d'indépendance énergétique. Or, on a moins d'indépendance énergétique aujourd'hui, puisque moins d'uranium. D'autre part, il y a une baisse parallèle des coûts d'énergie renouvelable, des centrales vieillissantes avec des coûts cachés et le problème de l'évacuation des déchets qu'on ne sait pas faire. C'est une énergie qui n'est pas sûre par ailleurs. Les centrales, la position géographique des centrales en France qui sont toutes bâties près de l'eau et puis sur des zones sismiques, le problème de la sous-traitance qui rend difficile leur exploitation, les intrusions comme l'a montré récemment Greenpeace, et puis le problème du transport. D'autre part, c'est une énergie pas propre, elle ne libère pas de CO2 mais de la chaleur et de la radioactivité. Et il n'y a pas de problème de faire face à de la croissance en besoin d'électricité, puisqu'en France, il y a une stagnation de la consommation d'une part, et d'autre part, un solde positif d'exportation. Donc, comment est-ce qu'on en sort?
eh bien on en sort en planifiant la fermeture des centrales, donc pas tout d'un coup mais petit à petit, en faisant encore plus d'économies d'énergie, ce qu'on fait déjà, mais on peut faire mieux, à la fois au niveau des villes et dans les maisons notamment, et puis en développement des énergies renouvelables avec un schéma par territoire à mettre en place. Donc la question qui vous avait été posée, c'est et concrètement, enfin une des questions c'est et concrètement on commence par quoi? Donc vous avez redit l'importance de mettre un schéma par territoire en place et donc de planifier de manière territoriale quelles énergies renouvelables à quel endroit et donc de pousser ça à certains endroits et de se réapproprier localement l'énergie soit par l'autoproduction soit par l'autoconsommation. Après, il y avait la question du poids des lobbies, à laquelle vous avez répondu que depuis Fukushima, ils étaient beaucoup moins importants. Enfin, ils avaient moins. Un peu moins. Ils avaient moins de poids. Voilà. Sur les éoliennes, elles utilisent moins de métaux rares que les ordinateurs. C'est parfois un des éléments qui est opposé à la construction d'éoliennes. Et en revanche, il y a nécessité d'avoir des techniciens agréés. Ce que je n'ai pas encore mis, c'est que vous avez dit aussi qu'il y avait nécessité à changer de façon de vivre finalement, en pouvant réparer les choses, consommer moins, de façon de consommer. Voilà, exactement. Et ne pas donner tant d'importance à l'informatique et au tout automatisé. Voilà. Bravo, franchement.